monde! Hey! Comment ça va? Tabarnouche, ça va bien. Ça va bien, merci. OK. My God. Bienvenue à cet épisode de podcast Seco spécial autopromotion. Épisode 2 de 2. 2 de 2 sur le concert qui va se donner samedi le 23 avril. Oh, là, il faut que je te corrige. J'ai dit quoi? Ah, j'ai besoin d'appliquer une légère correction. Je suis Mars, vraiment désolé. Oui. Le 23 mars, je sais pas, on l'a dit combien de fois dans le dernier je épisode. pense On a que dit au c'est moins ça. 6 fois. C'est une surcorrection qui est de ma part. Donc, le 23 mars, pardonnez-moi, Émilie Bon, Bédard et Gaël Morisseau, C'est nos pardonné. invités d'aujourd'hui. On fait un concert avec vos œuvres le 23 mars Oh, à la oui. salle Serge Garand de l'Université de Montréal, faculté de musique. C'est tout à fait ça. Donc, on invite 4 compositeurs dans notre série Infopub sur le concert de ce samedi, mais je dois vous dire qu'on a 2 autres œuvres qui vont être vraiment formidables dans ce concert-là. Une œuvre de Marin Gauthier qui s'appelle Théo le Mécano, donc Marin qui n'a pas pu venir au podcast aujourd'hui, mais qui va présenter sa grande œuvre le samedi 23. Puis c'est une pièce qui a donné son nom au concert quand même. C'est une pièce assez surprenante pour percussion qui utilise des outils de construction comme instrument de musique. Donc, sans spoiler trop pour samedi, mais c'est donc pour ça que le concert s'appelle En chantier, revenez plus tard. On va, donc, cette soirée-là, on va descendre la salle au complet. On ne garde que les murs porteurs. Mais donc, apportez vos maillets, apportez vos maillotches. Puis, donc, on va refaire une petite beauté à cette salle-là. Avec la pièce Théo le Mécano de Marin Gauthier, ainsi que Thomas Diaz Villegas, qui nous fait une super pièce pour saxophone. Il y a notre bon ami Joël... non, tabarnouche. Notre bon ami Guy Lavoie. Pourquoi j'ai dit Joël? Guy, notre premier invité. premier invité du podcast, qui va venir... Il va pas venir parler, puis il va pas venir dire ses mêmes opinions comme au podcast, mais venir jouer le sax dans une super pièce de Thomas. Mais sinon, aujourd'hui, on est content d'accueillir Gaël Morisseau et Émilie Bédard. Ça va bien, vous autres? Oui. Ça va bien aussi, oui, merci. Vous auriez pu dire non, ça aurait été correct, en passant. On est vraiment Ok. ouvert à On vous tout. accepte comme vous on va êtes. Dans qu'on vos C'est un états podcast de thérapie, en fait, c'est ça. Voilà. Ouais. Vous On êtes est pris tellement là. formés pour ça, d'ailleurs, c'est... Ben oui. Ah, ok. C'est super. Non, mais oui, j'aimerais ça en apprendre un peu plus sur vous. Moi, je sais qu'Émilie et moi, on est dans la même chorale. À Oh, part de ça, c'est on vrai? pourrait parler. Oh oui, on est pas... oui, Émilie est soprano 1 et pas moi. C'est la seule chose qui nous sépare. Mais sinon, on est dans la même section. Dans la même Soprano 2. chorale. Je suis soprano 2. Ah. Je suis même pas une vraie soprano. Ben non. Ben, moi t'es non vrai. plus, d'habitude, je suis alto, hein. Ça n'a pas Moi aussi, rapport que je sois exact. soprano. Ouais. Et je me sens vue. Je On peut ressens- se comprendre là-dedans. Ah, et que c'est aigu, hein, Ouais, le c'est tellement répertoire. aigu. Qu'est-ce que vous chantez en ce moment? On pratique quelque chose de vraiment le fun. Et c'est pour ça que je me suis trompée avec Avril parce que Vous n'avez pas nommé la chorale d'ailleurs. oui, et j'ai décidé de manger un bonbon à ce moment-là, donc excusez-moi. Mais on est dans la chorale de l'Université de Montréal. Ah, ok, tout simplement. C'est ça, le cours d'ensemble. En ce moment, on pratique avec la chorale de l'Orchestre métropolitain la 2e symphonie de Malheur, Nice. qui va être la retraite de Jean-François Rivet, le chef Oui. d'orchestre de l'UM, qui a Ah, ok. parti de cet orchestre-là. Donc, ça va être à la salle Claude Champagne en avril. Je vais arrêter de dire des dates parce que visiblement, je me trompe toujours. Non. Attendez. On est là pour ça. Fait que je crois, corrigez-moi encore une fois si c'est pas ça, mais je crois que c'est le 13 avril. C'est le 13 avril. Merci. À la Félicitations. salle Claude Champagne. Et Émilie et moi serons dans les sopranos. Oui. Mais à part la chorale, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Émilie? Ah, Parle-nous. Ben, j'ai Dans la fait vie, beaucoup là. de chorales, en fait. Ouais. Ça part beaucoup de ça. Mhm. Je suis aussi dans l'ensemble co avec Mathieu Lane. Puis, C'est quoi ça, l'ensemble co? c'est un ensemble, on est 16 voix, je crois. Un ensemble vocal qui a été parti par François Leclerc et Tiffaine Legrand. Puis, on va faire un concert éventuellement. Je vais pas dire de date non plus parce que je risque de me tromper aussi. Mais ouais, c'est un chœur dirigé par le même, le même prof que le chœur de l'UDM. Donc, c'est bien plaisant.
Puis, sinon, je suis une guitariste plus, à la base. Puis, guitare classique. Puis, j'ai passé par toutes sortes de phases, là, comme du métal. Puis, un petit peu It de was tout. a phase. Oui, c'est Finalement. ça. Mais ça reste... It's not It's not a phase. Mais cette phase reste dans mon cœur. Ah, Fait que- oui. Et sur ton Oui, chandail. Et sur mon chandail. Ah oui. J'adore. Sur quelques-uns de mes chandails. Mhm. Puis sinon, c'est ça. Là, je suis en écriture au bac, puis j'ai commencé à apprendre plein de trucs sur l'instrumentation, l'orchestration. Donc, je me suis dit que j'allais l'utiliser. C'est pour ça, là, ma pièce pour le concert, c'est la première fois que j'écris pour autre chose que juste guitare. J'ai fait aussi pour chœur et pour quatuor à cordes, mais là, j'ai décidé d'écrire pour guitare et clarinette. Mm. Donc, je me suis dit, tant qu'à apprendre sur les instruments de l'orchestre, on va les utiliser. Donc, Ouais. on teste ça samedi. Ben C'est un oui. test. Ouais. Puis comment ça a filé justement d'étendre cette palette-là? Parce que t'es une guitariste, tu comprends très bien l'écriture guitaristique, mais d'ajouter une autre voix dans tout ça, comment ça a été le Ça a processus? C'est quand même spécial, mais j'écris aussi pour voix et guitare d'habitude, comme auteur, compositrice, interprète. Donc, ça faisait un peu comme, OK, j'écris une mélodie. Par-dessus, la guitare, c'est un instrument harmonique aussi. Ça peut être mélodique, mais... Donc là, je voyais ça comme... je rajoute une mélodie sur les accords que j'ai... J'ai pas créé les accords, là. Je ne suis pas autant... Attends, mais ça, les ai, ça c'est une bonne question c'est quand une même. C'est vrai As-tu que c'est créé les c'est accords? ça. Je les ai mis ensemble. Je les ai matchés. Mais, OK. Oui. C'est ça. Puis qui les a créés, ces accords-là? Bach. Hey, je sais pas. Ça remonte à... Il n'y a pas Thelonious Monk. C'est lui qui a créé les non, accords? Non, mais lui, il a créé beaucoup de choses en harmonie. Mais Ouais. bon, je vais encore me tromper si j'en dis plus. Mais c'est ça, mais c'est tes accords à toi, dans le Ce sens sont que mes c'est... accords. Ouais. OK, donc ton langage est très mélodico-harmonique. Oui, très Ouais. mélodico-harmonique pour l'instant. OK. Dans mon développement. J'aime ça. OK, pour l'instant. OK, mais ça, c'est intéressant, ça. Puis, où est-ce que tu vas aller à partir de là? Est-ce que tu connais déjà tes prochaines étapes de vie? La vie est un mystère. Ah, c'est vrai, ça. Ah, c'est ça qu'ils disent, hein. C'est ça. Hmm. Ouais. Qui sait où je vais être dans 1 an, tu sais. Donc, Qui le sait? Qui le sait? Qui le sait? Je ne sais pas. OK. Et toi, Gaël, dans 1 an? Oh là là. Non, mais est-ce qu'on peut avoir une petite présentation de ta part aussi? Qu'est-ce que vous faites? On peut, oui. Une Tu chance. peux me tutoyer. Merci. C'est ça. Bah, sinon, il y a toutes les personnes qui sont dans ma tête aussi. Là, on peut leur Oui, parler. oui. Vous êtes combien? Vous! Voilà. C'est pour ça qu'on... Moi, là, je vais être obligé de faire un peu mon CV, là, parce que Très bien. j'ai un parcours un peu particulier. Parfait. Alors ça, en fait... T'es un génie, toi. Redis ça. T'es un Génie. génie. Redis-le encore, s'il te plaît. Un génie! Oh, merci. Alors, pour préciser, et alors, effectivement, à la base, je suis ingénieur en mécanique. J'ai travaillé longtemps dans l'aéronautique. D'ailleurs, c'est ça qui m'a fait venir au Québec en 2009. Et arrivé en 2019, là, j'ai eu envie de faire autre chose. Et donc, là, changement de carrière, là, ça m'intéressait de faire de la musique. Là, très intéressé par la technique. Là. Je reste quand même ingénieur. Là, Mhm. Toi, c'est Ok. ingénieux. J'essaye. Mhm. Voilà, c'est pas trop en demander non plus quand même. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait le choix de m'inscrire à la faculté de musique, là, dans un programme de musique numérique. Où j'ai commencé par la mineure avant de basculer au bac, que j'ai complété fin 2022. Et depuis, je suis à la maîtrise en composition et création sonore. Qu'est-ce qui t'a poussé à ce moment-là d'aller en musique numérique? Est-ce que tu étais musicien à la base? Alors, à la base, je suis guitariste, Hmm. mais Ah ben, ah! oui, mais alors, attention, totalement autodidacte. J'ai jamais vraiment eu de formation formelle. C'est-à-dire, quand vous parlez de choses mélodico-harmoniques, là, moi, ça me... Ouais. Ah ouais. Toi, les harmonies, c'est pas jusque-là. Ah non, Ouais, mais disons c'est que une la- blague, parce que c'est sûr que tu joues des accords. Oui, bien Ouais. sûr. Moi, tu me dis de jouer des accords de puissance là, Mhm, mhm. sur ma guitare, parce qu'à la base,
de la guitare électrique. Là, Ouais, puis, rock. ouais. Puis pas mal du rock de boomer, je dirais. Ah, ben, J'adore. ouais. Ben oui. c'est une façon de le dire. Ouais, ouais. Bah, c'est un peu ce que je répète depuis un peu plus d'un an, depuis que, avec des amis, on va dire dans ma tranche d'âge, là, on a un groupe de covers. Là, Yes. on le voit une fois. C'est quoi le nom de ton band de Ouais, on cover? veut tout savoir. Oh là. C'est Ça Ola? a été des mois Ok. de négociations, de réflexion. Alors, ça s'appelle Limbagost. Labagost. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, désolé? C'est un peu comme un mot valise entre limbago et ghost. OK. Mais bah, Ghost. C'est ça. Nice. C'est bon, fallait y penser. C'est des discussions de bar d'après-répète. Là, c'est, Ouais, des longs... ouais. Voilà, Puis, OK, donc, puis vous jouez de quoi, donc, dans ce band-là? ça va de Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Rage Against the Machine. Puis dans les choses un peu plus récentes, Papa Roach, un peu de Sum 41, OK. des choses comme ça. Ok. Là, tu sais. Donc, tu décides en 2019 d'y aller all-in Alors. dans ta passion de la musique. Oui, bah, en gros, c'est ça, ouais. Mhm. C'est ça. Puis, est-ce que ta pratique rock... est-ce que ta pratique rock émerge également dans ta pratique électroacoustique? Est-ce que tu vois un certain parallèle? Est-ce que tu fais des power chords? Alors, Dans- j'aurais envie de dans dire tes pas tunes? du tout. Pas du tout. Bah, en fait, parce que là, jusqu'à récemment, bah, même d'une manière générale, je suis quand même plus compositeur. Dans le cadre de mes études, je suis quand même plus compositeur qu'interprète, on va dire. Puis, j'ai pas suffisamment de connaissances assez solides pour vraiment faire des choses complexes, intéressantes, là, disons, faire quelque chose de tonal. Là. D'un point de vue tonal, ouais. Donc, En fait, quand je suis arrivé à la fac, là, j'ai vraiment découvert l'électroacoustique. Puis moi, j'avais même pas idée que ça existait, toutes ces choses-là. Donc, je suis plus parti là-dedans, là, vraiment dans le travail du son, le travail du timbre. Puis plus tard, quand on va parler de ce que je fais dans le cadre de ma maîtrise, ça fait partie des questions que je me pose, là. Est-ce que j'essaye d'écrire des mélodies, de faire quelque chose de mélodico-harmonique? Parce que je travaille avec des instruments de musique numérique. C'est un gros débat quand on travaille sur ce genre de sujet avec des instruments novateurs, parce que c'est très difficile on souffre rapidement de la comparaison avec les instruments traditionnels. Donc moi, je m'oriente plus vers des notions de texture, ce genre de choses, travailler le timbre, plutôt que d'essayer de faire des accords ou des mélodies. c'est ça. C'est vraiment plus un travail du geste. Mais oui, c'est comme, tu sais, je t'ai vu à Ultrason à l'hiver passé, puis je t'en avais beaucoup reparlé. Pas l'hiver, l'automne. On est Oui, l'hiver, c'était l'automne, maintenant, oui. excusez-moi. Et justement, tu travaillais, je veux pas dire de niaiserie, le T-stick. C'est ça. Le oui. T-stick. Et tu faisais C'est- justement des gestes. Est-ce que le T-stick est dans la pièce avec nous? Oui, il est là, par exemple. Attends, le T-Stick est là avec nous? Où est-il? OK. Puis, c'est également avec cet instrument-là que tu vas jouer la Ok, pièce du concert super. du SECO, Parce que le samedi 23 mars à Gaël me 19h. parle de gestes de timbre. Moi, j'ai juste T-stick ici, là. T-Stick, Ok. T-Stick. Ok. Alors, je ne sais pas où est la caméra. Ici. Ici. Ouais. La caméra juste là. Alors, juste là. C'est ça. Donc, alors ça, c'est le T-stick, donc un exemplaire du T-stick. C'est ce qu'on appelle un contrôleur gestuel. Donc, ça ne fait pas de son en lui-même, là. C'est juste, ça contient des capteurs qui vont pouvoir être transmis à un ordinateur pour générer des sons. Alors, juste, je peux faire un peu le background rapidement. Bien sûr. J'ai quand même un peu l'impression que je monopolise Ah, mais on Non, a mais parlé chacun très son vite. moment. tour. Chacun son tour. Un à la fois. C'est ça. Alors, le TISIC, il faut savoir que ça existe depuis 2006. Oh. Ça a été développé à l'université McGill, dans le laboratoire IDMIL. Alors, IDMIL qui veut dire Input Devices and Music Interaction Laboratory. Qui existe encore. Qui est très actif encore. Qui existe encore, qui est très actif. Donc, qui est à McGill, qui est dirigé par le professeur Marcelo Wanderley.
Et c'est ça, donc ça existe depuis 2006, puis c'est un peu je sais pas, en anglais ils disent le flagship, l'étendard du labo, là, ils essayent de maintenir, de le moderniser. La légende. La légende, disons que c'est un projet qui continue Mhm. depuis, ça va faire 18 ans maintenant, avec plein d'évolutions. D'ailleurs, la version originale était 2 fois plus longue. Là, la version plus courte, là, qui s'appelle le T-Stick Sopranino, c'est comme le plus répandu aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que cette version-là s'est plus propagée, a connu un plus grand succès? Bonne question, parce que donc, moi, j'ai pas tout l'historique. Un des problèmes avec ce genre de projet, c'est que c'est beaucoup des projets d'étudiants, de maîtrise et de doctorants. Ça Donc, avec les arrivées, les départs des différents étudiants, l'évolution de l'interface, en fait, dépend un peu des fois des projets, des intérêts des étudiants. Après, il faut quand même savoir qu'il y a quand même toute une famille là, qui existe plus ou moins en ce moment. Donc là, ça, c'est la version la plus courte, 2 fois plus longue, 3 fois plus longue, et on a 4 fois plus long, je crois, le T-Stick basse. Je ne suis pas sûr qu'il fonctionne. OK. De De toute façon, c'est la base. Hein, Ouais. ça n'a pas besoin de marcher bien fort. Voilà. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ce genre de choses, là, on l'appelle sopranino, peut-être pour faire une espèce de parallèle avec les instruments acoustiques, et basse. Mais si je veux jouer que des basses vraiment à 50 Hz avec ça, je peux. C'est un contrôleur. Voilà, c'est rien de plus qu'un contrôleur. Et en fait, tout mon projet de maîtrise, c'est essayer d'apprivoiser le contrôleur, trouver des gestes pour contrôler un engin de synthèse, un moteur, un synthétiseur quel qu'il soit, là, et essayer de faire de la musique avec. Essayez. Ouais. Ça me soulève plein de questions. Voilà. Après, est-ce que ça vous intéresse que je rentre très rapidement dans un tout petit peu de technique, là, juste pour vous dire que... Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Puis surtout, la manière dont le son va sortir, quel logiciel on utilise pour le coder et tout. Moi, c'est ça mes grandes questions. OK. Alors, juste pour finir de faire le tour du T-Stick, alors, ce qui contient... alors, sur cette face-ci, donc, il y a comme 16, on va dire, capteurs de position. Donc, quand tu poses ton doigt, il va détecter qu'il y a ton doigt qui touche la surface ici, puis ça va envoyer le message correspondant vers ton ordinateur. Voilà. Juste pour préciser, les versions d'aujourd'hui, ça communique en OSC, Open Sound Control, pour ceux qui sont familiers avec ça. Et ça communique sans fil avec ton ordi. Donc, il y a ces indicateurs de position le long du T-Stick. Ici, en dessous de cette petite couche de mousse, il y a un capteur de pression. On peut appuyer plus ou moins fort. Et il y a aussi un accéléromètre, gyroscope, à l'intérieur. Voilà. Ça peut faire des gestes assez précis. Moi, j'ai vu la pièce que tu vas présenter ce samedi, le 23 mars, au concert du SECO. 23 mars. Avril? Mars. Ah non, c'est vrai. Mars. Oui, mars. Puis, tu fais des gestes parfois très grands, très, très petits, moindrement que tu infliges une petite inflexion, un petit angle. Ça permet souvent de faire de grands changements dans le son, puis également d'aller à plein de places dans tes traitements. Comment est-ce que tu gères tous ces différents traitements avec justement seulement quelques points d'accès sur le T-Stick? Alors, je veux dire que justement, c'est un peu là tout le travail de composer avec ce qu'on appelle un instrument numérique. C'est que tous les comportements que tu as décrits, en fait, ça résulte de mes choix, de mes expérimentations. Donc, tu dis qu'effectivement, là, quand je bouge un petit peu, des fois, ça peut faire des grands changements dans le son, mais j'aurais pu aussi coder mes affaires pour qu'il y ait très peu de changements.
c'est ça un peu, je veux dire, la difficulté là, quand on travaille avec ça, c'est qu'on a une interface qui va envoyer plein de signaux. Mais après, c'est comme... c'est qu'on a comme une infinité de possibilités. Là. Si on fait un peu le parallèle, je dirais, avec de la composition acousmatique, tu peux avoir un certain nombre de matières sonores, mais ta façon de les organiser, de les traiter, de les découper, de les assembler, il n'y a pas de règle. C'est vraiment toi qui décides de tout. Là. Parce que pour les instruments numériques, là, la principale différence avec les instruments acoustiques, c'est que toi, quand tu parlais de composer pour guitare et clarinette, tu as forcément un certain nombre de limitations qui sont liées à la physicalité de l'instrument, au fait que c'est acoustique, c'est l'instrument en lui-même là, qui a son registre, qui a ses limites. Limite, ça sonne peut-être un peu péjoratif, mais comme... Une limite, je veux dire, de registre. Une limite. Voilà. Qui a son étendue. C'est ça, son étendue. C'est aussi... Ça dépend de l'humain qui joue aussi, je veux dire. Ouais. Voilà. Mais, cependant... Au numérique. Au numérique, en fait, je veux dire, on n'a pas ces limitations-là. Elles ne sont pas les mêmes. C'est vrai qu'elles ne sont pas les mêmes. Mais il y en a des limitations. Il y a des limitations, on va dire... Il peut y en avoir plein. Ça peut être lié au contrôleur. Ça peut être... Il y en a qui peuvent venir de tes choix de synthèse. Puis il y a aussi, quand tu composes, il y a les limites, on va dire, que tu t'imposes toi-même quand tu fais ta composition. D'ailleurs, là encore, j'imagine pour toi, c'est pareil, là, parce que tu dois choisir dans quel registre, dans quelle partie du registre tel instrument va jouer, ou ce genre de choses. Où sont tes limites? C'est une bonne question, oui, ça. Oui, moi, c'est mon Je vais sixième prendre, podcast. Là. Je 15 rebondis. minutes pour réfléchir. Non. On est en silence, on regarde dehors. OK, il y aura du montage. Okay. Mais... C'était quoi la question déjà? Dans le sens, comment est ton processus de composition? Est-ce que tu te lèves un matin, puis tu as comme une mélodie en tête, tu as déjà un mood, puis c'est comme ça se met sur papier assez rapidement dès que tu as une inspiration, ou c'est vraiment un travail plus formel, ou je sais pas, où tu essaies de... Je sais pas, je veux pas donner des choix. Quels sont... Je vais pas piger dans tes choix. Non, un autre. Mais ça dépend. Je vais commencer avec ça. J'élargis les possibilités. Ça dépend. Des fois, c'est des idées qui viennent dans les moments les plus random. Tu sais, t'es dans la douche, tu fais « OK, je pense à ça, faut que j'aille le noter tout de suite. » Tu sors, tu vas te laver plus tard, tu sais, c'est pas grave. Mais des fois, c'est super random. C'est ça. Puis il y a le classique, tu penses à une idée en plein milieu de la nuit, puis là, tu te dis, je vais l'enregistrer sur mon dictaphone, tu travailles le matin, tout ce que tu entends, c'est... C'est les pires, c'est les pires. Mais ça, c'est du bon sample, par exemple. moi, je vous le dis. Moi, je trouve que c'est du bon sample par la suite. Ouais. Mais là, j'ai commencé à avoir des techniques dans mon cours de compo tonal, que des fois, c'est... en ce moment, on fait de la musique à programme, donc on se dit, OK, voici un poème, on va le mettre en musique, mais sans dire les mots. Donc, tu t'imagines vraiment, tu sais, moi, c'est un poème de 8 vers seulement. Donc, j'ai vraiment ouvert mon imagination avec ça, puis j'ai comme élargi l'histoire qui se passait. Mais là, je vous dis ça sans vous donner aucun exemple de qu'est-ce que c'est. Là. C'est super vague. Mais c'est difficile. On parle de musique, mais on l'entend pas. Là, c'est pas facile ce qu'on fait. Là. Mais je veux juste le préciser. Je veux juste le nommer. mais comme on n'entend pas ce que vous faites en ce moment, c'est top en bref. C'est pour ça qu'il faut venir le 23 mars. À 19h. À la faculté de musique. Dans le Serre-Garand. C'est Montréal, quand même. Puis, j'avais une idée. Cette écriture-là pour poème, comment est-ce que tu as procédé, par exemple? Est-ce que c'est rythmiquement la podométrie des vers que tu as pris pour faire de la musique ou c'est vraiment les images extra-musicales que tu as essayé de mettre? Vraiment les images. J'ai vraiment pas pensé aux vers. Même après un bout, j'ai arrêté de les regarder. J'ai vraiment juste... je me suis dit, il y avait 2 personnages. Dans le fond, c'est le poème La jeune fille et la mort. Ça a été imposé dans le cours. Puis moi, je trouve ça super intéressant. C'est un petit peu dark. C'est parfait. C'est délicieux. Puis, un peu métal. Un peu métal, c'est ça. Ce n'était qu'une phase. Puis ce n'était qu'une phase. Puis
dans le fond, je me suis dit, on devait faire un thème principal, un thème secondaire. Je me suis dit, OK, ça va être un discours entre les deux personnages. C'est la jeune fille, c'est la mort. Je me suis dit, un va représenter les paroles de la jeune fille, l'autre va représenter les paroles de la mort. Donc, c'est vraiment mis ça en relation. Puis, moi, j'imaginais, c'est sûr, je pense que ça le dit dans le poème, de façon très sous-entendue, mais que la jeune fille finit par succomber. Elle finit par décéder. Puis, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin de ma pièce, je les ai mis... c'était violoncelle... Ouais, j'ai pas précisé c'était quoi. Donc, quatuor à cordes. Ça se rend. On fait des liens. On va se rendre. C'était quatuor à cordes, puis j'ai mis la voix de la jeune fille... Ben, la voix. Au violon 1, puis la voix de la mort au violoncelle. Puis je me suis dit, à la fin, ils vont être à l'octave, les extrêmes. Donc, on entend qu'ils se rejoignent à la fin, puis que là, ça devient plus majeur. J'ai bougé entre les modes aussi, puis tout ça. Donc, ça devient plus majeur. Donc, tu vois que la jeune fille, elle a comme accepté son destin, elle souffre plus. Donc, des trucs comme ça. Puis j'ai vraiment réalisé avec ça. J'en avais déjà fait aussi avant, mais de la musique de film, ça m'intéresserait beaucoup. Ben oui. Donc, juste le fait d'avoir une image, puis de penser à telle atmosphère, ça m'aide beaucoup. Normalement, j'étais beaucoup bloquée sur les... Quand on se force à écrire, moi, ça fonctionne pas. Tout ce que j'écris quand je me force à écrire, je trouve ça dégueulasse. Puis j'efface tout. Je garde rien. Donc, ça m'a aidé d'avoir une image. Puis là, j'avais l'idée même en classe directe. Je fais, OK, il faut que j'aille l'écrire tout de suite. Moi aussi, je suis comme ça. L'image, ça m'inspire beaucoup. S'il y a des cinéastes à l'écoute, engagez Émilie. Ils vont pas m'engager juste parce que je viens de faire des finger guns, je pense. Je pense que ruiner mes chances. Non, c'est leur... C'est leur... c'est principalement ça que tu cherches. Ben oui. Puis, est-ce que tu as appliqué des procédés similaires dans la pièce L'Or des Fous que tu viens présenter? Celle-là, en fait, c'est parti du L'Or des Fous. C'est parti d'une... C'est une très belle roche, oui. C'est ça. C'est parti d'une belle roche. En fait, ça, c'est parti d'une chanson que j'avais écrite. Il y avait une voix avant, qui a été remplacée par un bois. Voix. Oui, OK, j'ai dit la bonne chose, dans le bon sens. C'est bon. Tout à fait. Donc, il y avait une voix, il y avait des paroles, puis je me suis dit, ça a tellement un bon potentiel instrumental, je voulais vraiment l'essayer. Puis, je m'étais quand même un petit peu inspirée du fait. J'ai fait un festival à Val-d'Or cet été, puis là, les mines, ça m'inspire, je sais pas, ça me... Ah ouais, hein? C'est genre, faut que je parle de rubis, je sais pas, là, tu sais. Même si c'est pas une mine de rubis du tout à Val-d'Or, mais c'est une mine de quoi à Val-d'Or? Ah, bonne journée. On se reverra. Au revoir. Bonne journée. Revenez plus tard. Revenez plus tard, oui. Tout à fait. Pause. Donc, c'est une bonne question. Ah, vraiment? Oui. Fait que L'Or des Fous, c'est venu de là. Puis, c'est ça. J'avais comme une espèce de... Vu que je m'étais déjà mis une image avec ça, ça a comme aidé un peu aussi. Donc, c'est ça. J'aime beaucoup. Tu as beaucoup de narrativité dans tes tunes. Est-ce que même dans ton projet de chanson, est-ce qu'il y a cette narrativité-là aussi? Est-ce que c'est des choses qui t'inspirent également pour tes textes de chansons? Oui, point d'interrogation. Dans un sens que j'essaie de faire ça, puis j'aime ça quand même, les chansons qui racontent une histoire un peu. En même temps, je n'arrive souvent pas, ça va être la pire phrase, je m'excuse, à faire ça. Je sais pas, on dirait que je sais pas, ça fonctionne pas tout le temps bien. Dans ce cas-là, oui, mais c'est très vague encore. Les paroles sont très vagues. Donc, j'aime ça que je comprends ma propre histoire, puis les autres, ils peuvent se l'interpréter comme ils veulent ensuite. Oui. Moi, je suis un gros fan de ça aussi, dans les chansons, de pas vendre la mèche trop. Non, il faut pas. Un rapport 1 pour 1 avec la réalité, c'est moins intéressant pour moi. Ben, ça dépend. Il y en a qui le font très bien puis qui arrivent à dépeindre une espèce de tableau ultra précis avec leurs paroles de chansons, puis juste mettre les bonnes images et tout. Mais quand il y a du flou, moi, j'aime. Et moi, je trouve ça intéressant quand l'écriture, ça me fait penser, au cinéma, que le timeline est brisé. Comme, je trouve, tu peux y aller 1 pour 1, justement, je te dis qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'après ça, on brise la temporalité. Je trouve qu'en composition, c'est nice, en cinéma, c'est nice, en écriture, tout le kit. Je trouve que c'est une belle manière quand même de... Ouais, tu peux vendre la mèche tout de suite, puis après ça, la déconstruire, puis surprendre les gens. C'est vrai, parce que le rapport à la réalité n'est pas juste dans cette surface-là. Tu peux jouer justement avec plein d'autres paramètres. Temps, comment ça fonctionne, C'est vrai que j'aime ça, les livres ou les films qui spoilent dès le début. Ouais. Genre, OK, comment on s'est rendu là, je veux savoir.
c'est que ça Vous m'accroche vous demandez direct sûrement aussi. comment je me suis rendu là. Ouais. Ah oui, c'est très accrocheur. Mais oui, mais Toujours bon, ça. je trouve que c'est tellement une belle manière de voir la musique. Puis comme, personnellement, c'est sûr, mon référent, c'est plus la musique électroacoustique et tout, mais faire des liens avec le film, avec comment, en cinéma, souvent, la ligne temporelle, elle évolue pas de manière linéaire. On coupe ça, on revient en arrière, on a des plans, aussi juste visuellement, on a des plans proches, on a des cross-wide. Moi, je trouve que de ça, ces genres d'images-là et de films, ça m'inspire en création puis en composition. Genre, je te rejoins vraiment là-dessus. Et j'aime full les roches et les mines aussi. Ah, ben là, Yes. Ah, wow! ma famille vient d'Asbestos. Les mines, là, c'est Ah. partout. Cool. Et toi, Gaël, je voulais te relancer sur ton écriture avec cet instrument-là. Comment tu arrives avec un instrument qui a 1000 possibilités à faire une pièce qui est toute écrite parce que tu écris tes choses, ce ne sont pas des improvisations. Globalement, là. Alors, c'est vrai que si j'explique un peu le processus, comment dire. En fait, il y a une part d'improvisation. Pas. Ok, on recommence, on coupera. On ne coupe pas. Ou pas, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, là, ce que j'ai tendance à dire, là, suite aux réflexions que j'ai régulièrement avec Dominique Thibault, là, mon directeur de thèse, c'est que avec ce genre d'instrument, on est à la fois luthier, interprète et compositeur. Alors là, j'explique, c'est qu'en fait, luthier, parce que quand on a cette interface-là, comme je disais tout à l'heure, toute seule, elle ne fait pas de son. Donc, il faut que je choisisse, que je fasse un choix de synthèse. Là. Tout à l'heure, Florence, tu te posais la question. Moi, je travaille beaucoup avec Super Collider. OK. Parce que j'aime coder en langage textuel. Là. J'aime ça. Puis, tout ce que je fais, c'est juste un choix personnel. Là, parce que j'aime ça. Je suis contente de savoir. OK. Et alors, ça, en fait, c'est pour avoir un instrument, il faut l'interface qui va envoyer des signaux, un outil de synthèse qui crée des sons, puis faire des liens entre les signaux de contrôle de l'interface et les sons. Ça, c'est ce qu'on appelle le mapping. Et en fait, on se retrouve à faire de la lutherie parce que c'est ça que ça prend pour avoir vraiment un instrument complet qui va faire des sons. Et ça, on va dire, c'est quasiment seulement la première étape. Parce que ça fait juste des sons, ça fait pas forcément de la musique. C'est déjà long, se rendre là. C'est long, se rendre là. C'est vrai que, ouais, puis en fait, avec la technologie, parce que faut dire, c'est pas un instrument commercial, là. Il y a pas vraiment des tutoriels sur YouTube pour utiliser le T-Stick, là. Il y a un peu des choses, là. C'est pour ça que aller voir les gens de Lead.me, à McGill, là, pour parler avec eux, là, en général, c'est très utile, là. Puis, ils ont les bras ouverts, tu me disais. Oui, tout à fait, là. C'est que en général, tout le monde est très bien accueilli. Là. Si tu as une idée de projet, pas forcément avec le T-Stick, là, mais avec tout ce qui pourrait être une interface musicale, tu peux contacter là, le professeur Marcelo Wanderley, là, qui dirige le labo. Là, il pourra te mettre en contact avec des gens qui ont les compétences. Cool. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens de ce labo, ça fait partie du département de musique tech de McGill. C'est pas tant des musiciens et compositeurs. Voilà, c'est vraiment ils sont vraiment plus orientés technologie. Donc il y a quand même quelques compositeurs là, qui gravitent autour de ça, là, comme Casey Pocus, qui est très, très orienté technologique, qui compose pas mal, qui performe encore avec le T-Stick. Et là, je me suis un peu égaré dans mes pensées. Donc, on est luthier. Comment t'écris tes tunes? C'est ça. En fait, une fois qu'on a une affaire là, qui fait un peu du son, faut essayer de faire de la musique. Et puis là tu parlais d'improvisation. Justement, essentiellement, le processus, c'est faire des séances d'improvisation. Parce qu'il y a forcément des premiers choix quand je touche, quand j'appuie, quand je tourne l'interface. Il faut faire des premiers choix de contrôle des paramètres du synthétiseur. Puis là, faut passer du temps à jouer avec, voir si on arrive à trouver des sons intéressants.
Et là, c'est un peu comme un côté un peu comme un interprète là, qui essaierait de répéter un peu des gestes. Là, c'est une grosse phase d'improvisation pour essayer de trouver des gestes intéressants. Et des réflexes musculaires autour de ces gestes-là, j'imagine. Les réflexes musculaires, on va dire, ça viendra plus tard avec la pratique. Là, la première chose à faire, c'est... j'essaie de faire assez régulièrement, de m'enregistrer là, avec la webcam de mon ordi, puis de regarder les vidéos après, puis en écoutant et voir ce que je dis. Quand j'ai fait ça a fait un son intéressant. Là. Je pourrais essayer de le reproduire, de le réutiliser. Puis donc, après, c'est ça. Là, l'idée, c'est essayer de créer un espèce de vocabulaire de relation geste-son avec ça. Puis après, la partie composition, c'est essayer de tout organiser pour avoir quelque chose de structuré, vraiment avoir une pièce qui fait du sens, qui se tient. Avec toutes ces recherches-là préalables. Oui, ça. C'est préalable, puis en fait, là, c'est extrêmement itératif, parce qu'on se retrouve là. Je peux avoir un geste, c'est un peu intéressant, mais ok, je pourrais modifier un peu mon mapping, là, parce que quand je bouge un peu, il peut y avoir des grosses variations de son, puis je peux dire, ouais, non, ça bouge trop vite, je vais modifier un peu mon code pour que les modifications soient plus progressives. Une des choses que j'aime bien faire, là, c'est que quand je bouge beaucoup, ça va déclencher de la reverb. Ouais. Des choses comme ça. Si je me rappelle que ça m'avait vraiment marqué. Quand j'avais vu ta performance, je me rappelle que ça, particulièrement, quand t'allais vite, puis là, qu'il y avait de la réverbération qui embarquait, j'étais genre, comment t'as fait ça? J'étais vraiment, oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Continue là-dessus. Oui, c'est ça. En fait, c'est dans le processus, que comme c'est itératif, des fois, on essaye de rajouter des choses pour enrichir le son. Là, parce que un des problèmes avec ça, c'est que on peut mapper un son sur, on va dire, un geste ou plus une position. Puis ça, très souvent, le problème, c'est que ça fait des choses très, très statiques. C'est comme souvent avec la synthèse, quand tu programmes dans Super Collider ou Max, là, tu peux faire un super synthé super sympa, hyper riche. Puis genre, si tu travailles avec un contrôleur MIDI, tu appuies sur Do, ça fait un Do, mais avec un super son, voilà, qui s'étend, là, qui bouge pas. Là, donc, c'est une des seules données que l'ordi reçoit, c'est l'attaque. C'est la vélocité de l'attaque sur une note de piano MIDI. Donc, comment tu fais? Comment tu as un contrôle sur l'évolution du son? Des fois, il y a des gens qui ont des petits notes. C'est ça. Ouais. Puis c'est un peu ça l'intérêt de ce genre d'interface, là, c'est que tu peux plus ou moins tout contrôler en même temps. Tout est en constante mouvance, en fait. Quasiment, ouais. Parce que là tout à l'heure, j'ai parlé un peu des capteurs, mais il y a aussi disons que certains gestes qui sont comme intégrés dans le programme à l'intérieur du T-Stick, là, comme il y a la notion de shake, là, que quand tu le secoues comme ça envoie d'autres messages. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi ce qu'on appelle un jab, là, quand tu fais un mouvement brusque, dans un sens, c'est ça. Ouais. Dans n'importe quel sens? En fait, tu as comme dans les trois directions. OK. Voilà. Mais par exemple, là, c'est des choses qui sont comme très, très difficiles à contrôler. Ouais. Voilà. Et c'est ça. En fait, tu peux contrôler plein de paramètres en un seul geste. Et en fait, d'une certaine manière, tu perds un peu le contrôle. Tu peux pas être à 100% conscient de tout ce qui se passe à chaque instant. Puis moi, j'ai l'impression que c'est ça, souvent, qui permet de découvrir des choses intéressantes, là, d'avoir des espèces de petites surprises. Parce que quand tu fais tes mappings, là, c'est comme tirer des traits, faire des liens entre disons, là, si je pose mon doigt là,
Ça fait un son. Si je pose mon doigt là, ça fait un autre son. Mhm. Ça, c'est comme tu peux le faire séparément. Mais après, hop, qu'est-ce qui se passe là si j'appuie les deux en même temps? Ça va faire autre chose, puis ça peut être surprenant. Puis tu parlais d'un gros processus. Ça prend vraiment environ combien de temps pour toi écrire une pièce pour... En minutes. Là, je dirais que honnêtement, pour l'instant, là, j'en ai écrit qu'une seule. Parce que ce que je vais jouer au Seco, c'est ce que tu as déjà vu à Ultrason. Là, c'était ma première étude. Ça a évolué. C'est différent. Oui. Ça a évolué un peu dans le sens, puisque ça sera spatialisé par les bons soins d'Alexis en direct. En live. Yes. On a fait une répétition vendredi dernier. Là. Parce que c'est un instrument stéréo à la base. Mais en fait non, ton patch est stéréo. C'est ça, exactement. En fait, là, comme je disais tout à l'heure, l'instrument peut être n'importe quoi. C'est un contrôleur. C'est ça, Mais ce que tu as fait, c'était stéréo. Puis moi, en le voyant aux ultrasons, je me disais, ce serait le fun si on pouvait avoir cette dimension-là de l'espace et tout, de vraiment utiliser la salle de concert pour amplifier tes gestes. Parce que justement, c'est vraiment c'est une écriture très, très texturale, très gestuelle. Fait que je trouve que ça se prêterait super bien. Je t'en ai parlé quand tu t'es inscrit pour le concert du Seco. Puis c'est ça, on a fait une répète là, de spatialiser à la console tes différentes envolées. Puis moi, j'ai eu beaucoup de fun. Je pense que ça va être fun dans la salle de Serge Daran aussi. Non, mais c'est très intéressant. Mais c'est vrai que pendant Ultrason, je ne sais pas bien comment ça rendait, là, parce qu'il y avait quand même un dôme, mais ça devait être de la stéréo qui sortait de partout. Ils ont fait une image... juste une image... Une image frontale du son. Là, ouais. Après, c'est comment ça... Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, sur scène, j'avais mon retour stéréo, là, comme quand je pratiquais là, en stéréo, là, chez moi, au casque, là, ou dans le local des cycles sup. Mais en fait, là, je ne me rendais pas compte vraiment de ce que les gens dans la salle... pouvaient entendre. Est-ce que ce serait est-ce que ce serait quelque chose que tu aimerais faire, de composer l'espace avec cet instrument-là ou avec d'autres instruments? Comment tu les appelles en passant, instruments virtuels? Instrument de musique numérique. Instrument de musique numérique. Voilà, le terme consacré en anglais, c'est Digital Musical Instrument, DMI. Oui, voilà. DMI. Dans les littératures, là, Est-ce que c'est une question que tu te poses, de contrôler l'espace également avec le contrôleur, ou tu t'amuses déjà assez en stéréo? C'est déjà suffisamment de boulot de composer quelque chose en stéréo. Si je faisais le choix... parce que si c'était pour composer pour dôme, c'est quand même de la job, là. Composer en octophonie, c'est déjà plus simple, entre guillemets. Là, par exemple, sur Super Collider, il y a des objets là, qui sont faits là, pour composer pour un cercle de haut-parleurs. Là. Régulièrement, j'essaye de vendre Super Collider. Parce que OK, j'achète. C'est ça, c'est un peu la... Ouais. Bon, tu sais pas forcément dans quoi tu t'embarques. Hein, mais j'ai eu du temps. Okay. Non, parce que souvent, c'est un peu le mal-aimé comparé à Max. Le dernier podcast était avec Estelle, qui est professeure de Super Collider. Oui. Salut Estelle. Allô Estelle. Mais ça, dans le processus de composition, ça pourrait être... Ça faisait un peu aussi... J'avais un peu ça en tête là, quand j'ai fait ma première pièce, là, qui est basée sur de la granulation, des petits grains de son en plus ou moins grande quantité. Cause échantillon de fichiers sonores. C'est ça, exactement. J'avais un peu ça en tête, là, éventuellement de le faire en octophonie. Nice. D'autant plus que je venais de finir l'été passé une pièce, là pour support fixe, que j'avais composée sous le mentorat de Barry Truax en octophonie, là, pendant son séminaire estival, que je recommande fortement d'ailleurs. Mais, comme je disais, là, dans le processus de composition, c'est comme... Ça prend trop... Je pourrais retravailler mon patch Super Collider pour que, au lieu que
que les grains se baladent dans la stéréo pour que ça aille se balader sur un cercle de haut-parleurs. Ça serait pas trop compliqué, mais par contre, après, quand tu parlais de composer l'espace... Pour toi, c'est plus que ça. En fait, je pourrais... parce que là, quand je joue mes grains, ils se dispersent de façon un peu random dans l'espace stéréo. Donc c'est un peu... ça serait facile que ça se déplace de façon un peu aléatoire en octophonie. Mais c'est pas vraiment un espace composé. Là. Composé, c'est-à-dire... Il faudrait vraiment qu'il y ait des choix qui sont faits, que je décide... De mapper des trajectoires, par exemple, avec des mouvements de l'instrument. Donc, c'est ça. Donc là, c'est un travail de mapping supplémentaire. Là. Oui, ça peut être... C'est un sujet intéressant, mais éventuellement, pourquoi pas. Je voulais juste te demander si c'était une avenue. Et peut-être pas. Mais c'est pas grave. Oui, non, mais justement, là, quand j'ai cité Casey Pocus, là, qui a travaillé beaucoup avec le T6, je pense qu'en gros, c'était son sujet de maîtrise. Cool. De travailler la spatialisation pour instruments de musique numérique. Je pense que c'est toujours ce qu'ils font. Là, travailler aussi avec de la granulation sur le T-Stick, là, puis il y a des sons là, qui partent dans tous les sens. Là, c'est génial. Très sympa. Ouais. Wow. C'est génial. On adore ce qu'on entend. Oui. On a hâte d'en entendre plus. C'est encourageant pour toutes les personnes qui font de la lutherie d'avoir des instruments qui se font aussi... comme qu'il y a des gens qui veulent l'utiliser, pas nécessairement qui l'ont créé, mais qui l'utilisent pour le remapper puis l'interpréter avec. C'est un peu ça, justement, cool. Un point hyper important là, quand j'ai commencé ma maîtrise. En fait, la lutherie numérique, ça m'a toujours intéressé. Là, et, un de mes projets de composition du bac, ça a été de faire une pièce là, pour un instrument inventé, là, très DIY. Là. Je travaillais avec Martin Marie à l'époque, quand il était à la fac. Et le truc, c'est ce qui est arrivé là, c'est que j'ai passé 90% de la session à essayer de fabriquer quelque chose. Puis le temps de composition, il s'est retrouvé hyper réduit. C'est souvent comme ça quand on fait de la lutherie. Comme ça, comment ça va ton chandail? Mon pantalon. Ah, c'est un pantalon? C'est un pantalon maintenant. Oh, wow. Okay. C'est un pantalon maintenant. Ah, ouais. Ça se passe. Tu vas marcher avec? Je vais marcher, danser, bouger, tout ce que vous voulez. Non, on va essayer de danser le moins possible, mais oui. Pourquoi pas? Peut-être que mes talents sont pas encore là. Okay, niveau danse, oui. c'est tout. On verra. Oui. Peut-être que je réserve une grande surprise et en vrai, je suis excellente. Personne ne sait. Je veux juste pas le dire. C'est ça. Non, mais oui, moi, je suis confrontée aussi au fait que là, je dois mapper. Puis là, même, juste choisir quels paramètres je choisis de mes sons. Juste choisir mes sons. Ouais. C'est difficile. Parce qu'il faut tellement que tu te concentres. Faut tellement que tu te concentres au fonctionnement, à tes circuits. Ouais. Est-ce que je peux le porter, mon textile? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le courant passe? Est-ce que je perds trop de tension électrique à la fin? Tu sais, plein de choses comme ça. Donc, ouais, je comprends vraiment beaucoup. Ouais. Mais là, on est à la mi-session. On est à une semaine du 23 mars. On est déjà un peu une semaine du 23, ben là, moins quand l'épisode va sortir. Moins quand l'épisode va sortir. Donc... Mais non, c'est ça, c'est... La musique électronique live, c'est un très, très long chemin avant d'atteindre une fluidité avec sa pensée compositionnelle. Il y a beaucoup d'étapes avant d'y arriver. Puis je trouve aussi que le truc, c'est que, admettons, personnellement, je vais faire cet instrument-là et je vais le porter, je vais le jouer. Mais mon but ultime, c'est de le faire pour que d'autres personnes puissent le porter et le jouer. Des instrumentistes, des danseurs, des danseuses, des gens qui veulent performer avec. Mais là, je me rends compte par rapport à mon instrument que le mapping, il a pris énormément de temps. Puis il va falloir que les gens le fassent à chaque fois. Puis c'est pas tout le monde qui a... Fait que j'aimerais ça pouvoir faire quelque chose de tellement fonctionnel que j'ai plus besoin d'y toucher, que je peux juste faire une copie et le donner et le confier à quelqu'un. Puis ça, pomme C, pomme V. Oui. Pomme C, pomme V. CTRL Z. Oh non, pomme Q. OK. Mais ça
vraiment, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que là, je reviens au... il y a plein de sujets, plein de directions dans lesquelles on peut partir à partir de ça. Là, déjà, si, on va dire, un conseil ou une idée là, que tu... dans les discussions que j'ai eues avec mon directeur de thèse, l'idée, c'était que je fasse plusieurs petites études avant, à la fin de ma maîtrise, d'essayer de faire une pièce de plus grande envergure pour un ensemble d'autistiques. Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont disponibles, et même de générations plus récentes que celui-ci, qui sont disponibles au laboratoire de McGill. Un des choix qu'on a fait, c'était une étude, c'est un type de synthèse sonore. Ouais. Donc déjà, ça permet de débroussailler un peu de... Parce que, comme je disais un peu tout à l'heure, là, parce que un des soucis, c'est que tu as tellement de possibilités. Des fois, tu veux faire tellement de choses différentes. C'est ça que je me trouve confrontée en ce moment. Il y a tellement de choix que là, il faut que je m'impose des limites, mais en même temps, tu veux explorer, tu veux essayer. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses ta soudure et que tu remettes ton projet. Puis là, j'ai eu cette expérience-là aussi dans ma dernière pièce où j'ai l'impression d'avoir voulu aller tout chercher. D'aller, tu sais, si je faisais une pièce pour instrument aussi, instrument de musique numérique. Puis j'utilisais beaucoup des samples de toutes sortes de sons que je mettais dedans. Puis j'ai l'impression après coup que j'ai essayé de mettre trop de choses différentes. Puis c'était difficile d'avoir un tout cohérent dans ce temps-là. Parce que là, sinon, j'avais trop de choses que je voulais faire. Là, je me suis dit, je me donne 6 paramètres. 6 max. Fait que là, je vais voir. 6 méta-paramètres ou vraiment des paramètres un pour un? Là, genre des paramètres. C'est à suivre. Est-ce que tu as envie de parler un peu plus de ton pantalon? C'est l'extrait du podcast. On coupe ça de même. C'est le teaser. Mon pantalon, il est fait avec des Force Sensitive Resistors, des FSR aussi. Okay. Avec des stretch sensors que j'ai tricotés. Ah, OK. Et ces différences-là, ils vont dans une patch max. Désolée. C'est bien correct. Une patch max. Faut savoir, c'est juste, ma première étude utilise quand même max pour plein de raisons techniques. Ouais. Juste pour router du signal, là, mais des fois, c'est difficile d'y échapper à max. C'est ça. Mais moi, en plus, j'étais pas très familière, donc je me suis juste saucée. Et je suis allée. Je savais pas comment faire de l'électronique. Je savais pas comment coder. Je savais pas comment marcher Arduino. J'ai juste décidé de le faire. Je l'ai fait. Et là, ça s'en vient. À suivre. Donc, on a très hâte d'entendre ça aux ultrasons. Oui. C'est bientôt. mais ouais, je veux parler du textile. Je veux parler de la tension entre cordes. Puis je veux parler de comment on s'habille, qu'est-ce que ça présente, pourquoi, par exemple, Émilie met un chandail de métal. Pourquoi? Ouais. Pourquoi pas? Mais ouais, d'ailleurs, moi, je veux pas parler de mes affaires, là. Émilie, j'ai une question. J'ai une question pour toi. Dès que tu l'as dit, je me suis dit, il faut que j'en demande plus après. Pourquoi tu as choisi clarinette et guitare? C'est pas vraiment un duo que je vois souvent dans les timbres sur scène. C'est justement pour ça. Ah! Non, mais c'est aussi... déjà, il y avait la guitare, ça, c'était sûr. Vu que c'est mon instrument, puis j'aime ça aussi, me donner des raisons de pratiquer et de jouer, parce que j'ai plus de cours d'instruments à l'université en tant que tel. Donc là, c'est difficile de pratiquer par soi-même. Déjà, juste garder mon répertoire, très difficile. Donc, c'est toi qui vas jouer sur ça? Oui, c'est ça. C'est ça le plan, c'est que je me crée des opportunités de pratiquer. Donc, ça, c'était... Fallait déjà qu'il y ait de la guitare. C'était déjà ça. Puis quand je me suis dit que j'allais rajouter la mélodie par-dessus, au début, j'avais choisi le hautbois. Puis, mais c'était aléatoire en même temps, pas tant. Mon père, il joue du hautbois, donc je m'étais dit peut-être qu'un jour, on va la jouer ensemble, ça va être le fun. Il va aimer ça. Puis après ça, finalement, j'ai pas trouvé d'oboïste à l'université. Donc, mon père n'était pas disponible non plus. Donc, on le salue. Bonjour, papa. Puis, bonjour, papa. Bonjour, papa. Puis ensuite, je me suis dit, OK, s'il n'y a pas d'oboïste, je pourrais utiliser la clarinette qui se rapproche un peu, puis qui a un plus grand range. Donc, je l'ai utilisé quand j'ai choisi la clarinette.
et que j'ai trouvé ma clarinettiste, en fait. Ça, j'en connaissais déjà une couple, donc je me suis dit je devrais être correcte. J'ai décidé aussi d'élargir un petit peu le registre de la pièce. Donc, vers la fin, ça va un petit peu plus grave, ce que le hautbois n'aurait pas pu faire. Donc, c'est un peu pour ça. Qui va t'accompagner à la clarinette? C'est Isabelle Cloutier. C'est une clarinettiste. Ah oui. Et puis, Oui. moi, j'ai une question pour toi. Oui. Tu es non seulement compositrice, mais aussi tu fais partie d'un centre. Oui. Centre? Un centre. Un centre. Un centre canadien au Québec de musique. Oui, tout à fait. Oui. Aussi appelé le Centre de musique canadienne au Québec. Le CMC. Est-ce qu'on peut dire aussi CMCQ? On avait cette question-là. CMCQ bien aussi. sûr. Ah, Là, voilà, j'ai on décliqué. va écrire à Laurent. Le CMCQ, Oui. on peut. Oui. Le CMCQ, oui. Donc, je me demandais c'était quoi ça, le CMCQ, parce que nos fidèles auditeurs vont savoir qu'on a une visite au CMCQ le mardi 26 Oui, ça s'en vient. mars. Juste après le concert, en fait. À quelques 14 jours h ensuite. en après-midi. Oui. Donc, le Centre de musique canadienne au Québec, c'est sur la rue Crescent, dans le centre-ville. Et c'est un centre de musique vraiment... OK, comment j'explique ça? Déjà, il y a le Centre de musique canadienne en général. Il y a un centre à Toronto. Il y en a dans chaque province, je crois. J'espère que je dis pas n'importe quoi. Désolée à Claire si je dis C'est un n'importe podcast. quoi. On peut Désolée dire à ce la qu'on musique veut. canadienne. Désolée. Ah oui. Désolée aux archives. Mais donc, c'est des archives un peu. Il y a aussi une musicothèque. On a une nouvelle salle de concert aussi. On a déménagé, en fait. Je dis on a déménagé comme si je travaillais pour eux quand ils ont déménagé. Mais je prends pas le crédit. Ils ont déménagé. Ils ont fait une super belle job. Donc, il y a maintenant aussi une salle de concert. Il y a un sous-sol avec des archives. Wow. Ça, on va pas les visiter, je crois. Par contre, à la visite, on va rester dans la musicothèque, la salle de concert, puis en haut, il y a l'atelier de réprographie, donc d'imprimerie. Donc, il y a beaucoup de... On a 300 compositeurs agréés. Donc, c'est 300 compositeurs québécois ou qui sont déménagés au Québec. Dans le fond, ceux qui ont la plus grande partie de leur travail se trouve au Québec. Donc, quand ils sont agréés, on publicise leurs événements dans notre infolettre. On va partager un petit peu toutes leurs choses. Puis on va aussi être comme une plateforme pour leurs partitions. Donc, par exemple, si tu composes pour orchestre, si l'OSM décide de jouer ta pièce, ils vont nous appeler, ils vont dire on va louer des partitions, des parties. Et puis là, on va s'occuper de soit les imprimer s'ils sont pas déjà imprimés. S'ils sont déjà imprimés, souvent, on va aller faire un petit peu d'effaçage, on va effacer les annotations des Vous anciennes... allez effacer des affaires? Effacer des affaires! Ah non. Non, Ah, juste les gens écrivent, fait que Ah les ouais. coups d'archet, par exemple, et tout ça. Des fois, j'ai vu des dessins de requins et tout. C'était Les amis. vraiment... Là, je fais, on aurait pu l'effacer avant de redonner ça au centre de musique. Donc, un message à tous ceux qui annotent les partitions. Pas de requin. On les efface, les requins, On les après. efface. C'est ça. Espace sans requin. Espace sans requin. Y a-tu du Mais ils sont gentils. surlignage? Non, Ah, ça, c'est ça, ça. ça Mais c'est m'aurait tout, brisé le tu cœur. sais, c'est écrit juste crayon à mine. Ouais. Fait que c'est juste ça qu'ils ont le droit de faire, mais on dirait qu'ils doivent peser pour leur Ouais. vie sur le papier. Donc, Il faut qu'ils voient avec les C'est éclairages. intense, la musique. faut qu'ils voient. Je comprends qu'il Peu faut voir. d'éclairage. C'est ça. Mais un petit coup d'efface après. Ça Un peu. ferait Donc, il y pas a de mal. beaucoup Donc, d'avantages à être oui. agréé. beaucoup d'avantages. Puis c'est bon à savoir quand on est un étudiant en composition, quand on est même un interprète. Pas besoin, on va pas être agréé parce qu'on n'est pas un compositeur, mais c'est là que tu peux aller chercher des pièces si tu veux aller... je parle. Oui, tu Bonjour. parles à nos beaux amis. C'est ça. Je parle à nos bons amis ici. Donc, c'est là que tu peux aller chercher des partitions de compositeurs d'ici. Puis, un avantage aussi quand tu es un jeune interprète, jeune, ça peut être tous les âges. Les Vieux. étudiants, surtout, en ce moment, c'est que l'avantage de jouer des pièces des compositeurs d'ici, c'est qu'après ça, on va vraiment encourager de faire un concert dans la salle à côté. Ça va être vraiment plus facile de faire la location. Donc, c'est encouragé. Donc, il y a vraiment beaucoup de projets qui partent de là. Puis la musicothèque, on a 14 000 partitions là-dedans. Donc, c'est vraiment... C'est
C'est un beau centre à venir visiter Vraiment. mardi 26 mars à 14h. 3 jours après, le 23 mars. 3 jours après. 19h. C'est ça. Oui. Oui, donc on peut aller découvrir tous ces avantages-là, toutes ces... Puis, Tout à fait. puis aussi la bande qui prennent soin de ces partitions-là puis qui font rouler Oui. cet organisme-là qui est super important pour la musique contemporaine à Montréal, au Québec, au Canada. Donc, ouais, vraiment, on est très content de co-organiser ça au SECO. Venez en grand nombre Oui. à la visite. Wow! Belle Wow, wow, wow. collaboration, ça. Ah oui. Ouais, j'aime Ah ça. oui. Hey, c'était cool aussi de parler à des gens qui sont en compo instrumentale. C'est ça. Et La mais rencontre. aujourd'hui, enfin le SECO. Et c'est vraiment. Il manque juste jazz. Il manque juste Il le manque jazz. le jazz. Ben oui, ils sont où les jazz? Je sais pas. Où sont-ils? Où sont-ils? Parce que j'ai entendu qu'on aurait peut-être un podcast Ouais, jazz ouais, qui s'en ouais. vient. Adou-badou. Ah non. Ah, ça va être Je suis en génial. prison pour cette ligne. Merci tellement à vous deux de vous être prêtés au jeu. Super intéressant d'entendre sur vos pratiques et on a très hâte de vous entendre au concert du SECO samedi prochain. merci Merci à Gaël Morisseau. Merci Émilie Bédard. Merci. au Merci SECO. Alexis Blais. Merci Florence Lafontaine. Alors on se Super. voit très bientôt. Merci. Yeah, bravo. Bravo.